Cécile Giroir, Daniel Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux conservateurs du patrimoine. Vous travaillez au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Vous êtes également les commissaires de l'exposition Moi, Auguste, empereur de Rome, qui se tient du 19 mars au 13 juillet 2014 au Grand Palais. Auguste est certainement l'un des empereurs romains les plus célèbres. Est-ce la raison pour laquelle cette exposition a été montée? Ou, à contrario, est-ce qu'à défaut d'être célèbre, l'homme qu'il fut est méconnu? Alors en fait, la raison pour laquelle cette exposition a été montée d'abord, c'est parce que nous fêtons en 2014 le bimillénaire du décès d'Auguste, et il nous a semblé que c'était un bon prétexte pour parler effectivement plutôt de l'homme, puisque même si, surtout en Italie, Auguste est un personnage assez célèbre, il est vrai que ce n'est pas certainement celui qui, dans l'Antiquité romaine, a attiré le plus l'attention, puisque c'est sûr qu'un personnage comme César ou comme Néron sont beaucoup plus connus, plus populaires, plus présents dans les films, dans les médias. Et c'est vrai qu'il nous semblait intéressant de remettre en valeur cette personne d'Auguste, son action politique, mais aussi l'homme qu'il a pu être, avec toutes les différences qui peuvent séparer un chef d'État à l'époque romaine d'un chef d'État d'aujourd'hui. Il est vrai aussi que Auguste est effectivement une figure marquante de l'histoire antique, puisqu'il met en place un nouveau régime politique que l'on appelle le Principat, qui va en fait, et donc il va régner donc de longues années sur un empire qui va s'étendre donc de la Gaule et à l'Orient. Et donc cette période donc ouvre aussi une période de paix et de prospérité qui est tout à fait donc longue et remarquable pour l'époque antique. De façon générale, que sait-on aujourd'hui de l'homme qu'il était? Quel caractère avait-il? Est-ce que les sources en parlent? Alors les sources sont très nombreuses. Alors les sources sont nombreuses et diverses. D'abord les sources écrites, donc effectivement qui nous renseignent sur l'homme qu'il était. D'abord les sources qu'il a lui-même écrites, puisqu'effectivement il a rédigé quelques mois avant sa mort donc une sorte d'autobiographie, les Res Gestae, dans laquelle il relate les grands faits de son règne. Et donc on le connaît d'abord par ses propres écrits, mais aussi par les écrits donc, de ses contemporains ou d'historiens postérieurs qui effectivement ont attiré l'attention sur les événements marquants de son règne. Alors c'est vrai que c'est un personnage de ce point de vue-là sur lequel on ne manque pas de sources, mais par ailleurs sur la personne intime qu'il était, les sources sont beaucoup moins nombreuses. Elles sont tendancieuses, surtout quand on pense à Suétone, qui prend toujours un malin plaisir, des décennies après le règne d'Auguste, à parler des Julio-Claudiens, notamment, comme d'une famille un peu dégénérée, avec beaucoup de travers, même si Auguste est l'un des empereurs qu'il traite quand même le mieux. Alors il y a aussi quand même des sources, je dirais, d'histoire de l'art, dans le domaine de l'histoire de l'art, puisqu'effectivement, l'image d'Auguste est quand même très très bien connue, même si elle était complètement maîtrisée, hein, donc... Et c'est aussi ce que montre l'exposition, c'est comment en fait il a mis en fait en place un système donc d'imagerie officielle qui était tout à fait maîtrisé par le centre du pouvoir à Rome à travers donc des portraits donc sculptés. Donc on en montre un certain nombre dans l'exposition, différents types qui ont été élaborés donc dans l'entourage immédiat donc du princeps à Rome et qui ont ensuite été diffusés dans tout l'empire. Donc des portraits qui mettent en avant ses caractéristiques physiques, mais aussi des traits un peu idéaux, un homme effectivement que l'on considère qui est assez beau, et en tout cas dont l'image a circulé dans tout l'Empire pendant des décennies, voire après sa mort, hein, puisqu'il y a aussi toute une iconographie posthume de l'empereur, et d'autres successeurs ont aussi essayé de se référer à lui, donc on le connaît aussi donc, par des sources visuelles. Donc les portraits sculptés que vous évoquiez justement lui sont relativement fidèles, physiquement j'entends. Alors oui. C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'effectivement c'est quand même une image maîtrisée, donc il est éternellement jeune. Donc par exemple les marques de l'âge sont assez peu sensibles sur ces portraits sculptés. Donc effectivement c'est une image peut-être idéale qui doit quand même correspondre à une certaine réalité, mais qui a été sans doute retravaillée, ou en tout cas pour correspondre à l'image qu'il voulait donner de lui, donc de l'homme politique à la fois jeune, actif, vigoureux, alors que d'après les textes on sait qu'il était plutôt d'une constitution frêle, voilà, mauvaise santé, mauvaise constitution.
Et alors, de toute façon, il faut garder à l'esprit que le but du portrait romain en marbre, et sans doute en peinture, mais ils sont majoritairement perdus, n'est pas tellement de véhiculer la ressemblance. Évidemment, il faut que le portrait soit quand même ressemblant, sinon on ne parle plus de portrait. Mais le but, c'est quand même plutôt de transmettre un idéal, en fait, l'idéal de la personne qui est représentée. Donc, par exemple, à l'époque précédente, sous la République, on a ces fameux portraits qu'on dit républicains, qui transmettent un idéal assez sévère, assez grave. Et on voit qu'à l'époque d'Auguste, il y a un changement, puisque le maître de l'Empire se fait représenter avec des traits qui sont très calmes, classiques, pacifiés, qui sont assez éloignés finalement de la fougue de l'hellénisme. Et donc, généralement, il se fait représenter en homme d'action, alors soit effectivement en chef d'armée, quand il est représenté cuirassé, l'exemple le plus célèbre est sans doute la statue d'Auguste de Prima Porta, donc découverte dans la villa, donc au XIXe siècle, dans la villa de sa femme Livie, donc à Prima Porta près de Rome, qui montre donc l'empereur en cuirasse, avec effectivement toute une iconographie aussi porteuse de sens donc sur la cuirasse, puisque c'est la reprise des enseignes qui avaient été des enseignes romaines qui avaient été prises par les Parthes. Et donc aussi, on trouve d'autres images où là, il est représenté en grand pontife, et là, c'est un autre prêt exceptionnel du Musée national du Palazzo Massimo à Rome, donc l'Auguste de la Via Lalicana, où là, il est représenté en grand pontife, qui met en avant aussi ces différentes fonctions, donc à la tête, je vais dire de l'État, ou en tout cas du chef de pouvoir. Voilà, les portraits d'Auguste sont des portraits officiels, on n'a pas de portrait privé d'Auguste. Alors venons-en maintenant à l'exposition proprement dite. Une question d'abord générale, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se présente l'exposition aux visiteurs ? Alors l'exposition telle qu'on va la voir à Paris sera légèrement différente de celle qu'on peut voir aujourd'hui au Scuderia del Quirinale et à Rome, puisqu'on a vraiment choisi en France de faire une exposition très chronologique, très pédagogique. On va donc expliquer presque à partir de sa naissance, bien qu'on n'ait pas grand-chose à montrer de sa période, l'histoire d'Auguste, toute la vie d'Auguste. Donc on commence vraiment à parler des événements qui entourent la montée au pouvoir de ce tout jeune homme, puisqu'il a 19 ans lorsque César, son père adoptif, est assassiné. Et donc à partir de ce moment-là, on explique quels sont les troubles que connaît la République, et puis on va expliquer comment le pouvoir s'installe, le pouvoir d'Auguste, et comment sa famille est associée à ce pouvoir, comment une véritable dynastie est créée en fait. Et ensuite on va montrer quelle transformation ce pouvoir va imposer, en tout cas va permettre aussi bien au sein de la ville de Rome, et ça c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup ici à Paris, puisque si à Rome il est assez facile de voir les monuments d'époque augustienne, c'est beaucoup moins évident chez nous. Donc on va montrer comment Auguste transforme la ville de Rome. On va aussi montrer comment il existe vraiment à l'époque d'Auguste ce qu'on peut appeler une véritable politique culturelle qui est extrêmement importante, qui représente plus que le 1% d'aujourd'hui, et qui va vraiment être un vecteur du pouvoir impérial, mais pas seulement du pouvoir, de la sensibilité, de toute la culture, de toute la civilisation romaine, et donc qui va permettre d'avoir une certaine unité d'un point à l'autre de l'Empire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Je pense qu'Auguste est vraiment l'un des premiers personnages à s'être investi de cette politique afin d'en faire vraiment un élément important de son pouvoir. Et ensuite, donc, on va évoquer d'autres aspects, et Cécile va nous les... Donc effectivement, différentes parties sont consacrées à un art officiel, donc aussi bien à travers l'imagerie officielle d'Auguste que effectivement les grands édifices, notamment qui sont construits à Rome donc sous son règne, et puis donc à l'étage du Grand Palais, des Galeries nationales du Grand Palais, on pourra aborder donc un aspect plus privé pour montrer combien aussi cette époque finalement est une époque de prospérité, donc où la paix s'impose donc dans les différentes régions de l'Empire après des périodes beaucoup plus tumultueuses, et donc paix aussi qui s'accompagne d'un afflux de richesses lié aux différentes conquêtes, et donc afflux de richesses aussi lien avec, en tout cas comment pourrait-on dire, lien avec l'art grec, les sculptures grecques arrivent à Rome et sont appréciées. Et les artistes. Les sculpteurs grecs aussi arrivent effectivement pour orner aussi bien les bâtiments publics que les grandes demeures privées, les jardins, les bibliothèques privées ou publiques. Donc effectivement, sur le plan privé, c'est aussi une période où l'on voit donc vraiment un développement des arts précieux, et aussi du mobilier, de l'argenterie, une période extrêmement faste, aussi bien dans le domaine officiel que dans le cadre privé. Et donc différentes techniques vont être particulièrement
élaboré à cette époque. Donc, je pense notamment à l'argenterie qui atteint vraiment des sommets techniques qui seront par la suite inégalés, représentés au sein de l'exposition grâce à une importante sélection de pièces du trésor de Bosco-Réal. Donc dans le domaine de la glyptique, la pierre dure, c'est vraiment une grande période de production de camées extrêmement impressionnants, grands par leur dimension pour certains, et d'une qualité technique et artistique tout à fait remarquable. Dans le domaine du verre aussi, on aborde donc des techniques tout à fait nouvelles, notamment le verre camé, qui sera représenté dans l'exposition à travers 2 vases et 2 plaques, donc avec des décors bleus et blancs. Et ensuite, l'exposition s'étend donc à l'ensemble de l'Empire, avec une section consacrée aux différentes provinces. Alors ces provinces seront représentées par quelques pièces, mais quelques pièces, donc peu de pièces, mais des pièces de grande valeur, des pièces vraiment importantes pour finalement quelques pièces fortes, pour montrer à la fois l'unité politique de l'Empire et donc la diffusion d'un art effectivement assez classique donc à l'échelle de l'Empire. Donc on a par exemple l'Auguste de Méroé, donc un portrait qui a été retrouvé vraiment aux confins de l'Empire, puisqu'il a été retrouvé à Méroé au Soudan. Donc un magnifique portrait donc, en bronze avec les yeux incrustés qui sont conservés, donc qui est tout à fait impressionnant. Une sorte de pendant serait donc la statue équestre d'Auguste conservée au Musée national d'Athènes, qui montre là l'empereur à cheval. Et puis pour l'Afrique, on a donc la célèbre coupe à l'Afrique du trésor de Bosco-Réal, qui est aussi une pièce remarquablement conservée et avec une iconographie tout à fait intéressante et très riche d'un point de vue je dirais, symbolique et politique. Et puis pour l'Espagne, nous avons donc emprunté un groupe statuaire qui provient du Forum de Mérida et qui reprend donc l'iconographie de Énée et Anchise, iconographie, donc un groupe donc sculpté qui en reprend donc dans le Forum de Mérida un thème, une thématique qui décorait le Forum d'Auguste à Rome. Une statue en fait, la statue de Mérida est la copie, enfin le groupe statuaire, la copie de ce qu'on pouvait voir dans le Forum d'Auguste. Alors à Paris, nous avons souhaité consacrer une place particulière à la Gaule, parce que nous sommes en France et que cette exposition était aussi l'occasion de rassembler le patrimoine d'époque augustéenne conservé en France et qui n'est pas forcément très connu ni très publié. Donc pour nous, c'était aussi évidemment nous sentions le devoir de profiter de cette occasion donc, pour rassembler ces différentes pièces. Donc c'est ainsi que nous consacrons donc, un ensemble notamment au théâtre d'Arles, dont les éléments du décor sculpté du mur de scène donc, sont conservés et partagés entre le musée du Louvre et le musée d'Arles. Nous consacrons aussi une petite section donc, à une fontaine triomphale donc, découverte à Glanum, donc, qui évoque effectivement les monuments triomphaux qui ont été réalisés donc, en Gaule mais aussi ailleurs. Également des portraits qui ont été retrouvés alors soit à Glanum pour donc une Livie et une pseudo-Octavie, ou donc à Saintes où on a retrouvé donc, un portrait d'Auguste qui a été remployé ensuite, qui a été retrouvé dans un rempart de la ville, c'est que je ne m'abuse, donc remployé ensuite donc, dans le rempart. Et parallèlement, nous proposons aussi, donc nous présentons 2 ensembles funéraires, de mobilier funéraire, pour parler du phénomène de romanisation, notamment de la Gaule. Alors un mobilier funéraire qui provient donc de Haute-Vienne, d'Entran, qui est assez riche, qui contient une 50aine d'objets, donc 38 je crois seront présentés à Paris, qui se compose à la fois de matériel local, notamment de céramique locale, mais aussi de pièces d'importation, notamment d'amphores tarraconaises ou de vaisselle de bronze de Campanie, qui montrent que les élites locales adhèrent au mode de vie, je dirais, romain, et donc que les objets circulent, les richesses, les biens circulent, et aussi bien donc le pouvoir s'étend, mais aussi s'accompagne en fait d'une adhésion à ce nouveau type de gouvernement, et donc des objets aussi, des pratiques véhicules. Alors peut-être le mobilier d'Arras, tu peux en dire un mot. Voilà, l'autre tombe que nous avons choisi de montrer, c'est une tombe qui a été découverte il y a peu d'années en fait, sur une zone industrielle près d'Arras, où un fortin qui date de l'époque de César a été découvert et qui montre comment les légions sont concrètement arrivées dans le nord de la Gaule. Et à côté de ce fortin, une tombe plus tardive a été mise au jour,
et elle contient un siège curule. Alors le siège curule, c'est une sorte de petit tabouret qui est l'emblème en quelque sorte des hauts magistrats romains. Et donc on a la preuve là que quelqu'un est venu de Rome exprès pour sans doute exercer des responsabilités dans ce fortin. Et donc on a la tombe d'un acteur véritablement de la romanisation, de la conquête et de la romanisation. Et donc ça nous permettrait de voir d'une part en montrant comment ce sont les locaux en fait qui ont adopté le mode de vie romain, et d'autre part à Arras comment ce sont les Romains qui ont exporté en quelque sorte leur conception du pouvoir, leur organisation politique et aussi leur goût, leur culture. On comprend donc bien à vous entendre que l'exposition est extrêmement riche et variée. Je voudrais revenir sur certains points que vous aviez évoqués, notamment le triumvirat qui est évoqué en début d'exposition. Auguste entre en scène, il est soit seul à travers de nombreux portraits qui témoignent d'une image parfaitement contrôlée comme vous l'avez expliqué, ou en famille entouré de ses proches. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le cadre historique de cette fin du 1er siècle avant notre ère et les bénéfices qu'en a tiré ou qu'aurait pu en tirer Auguste? Aurait-il été empereur, entre guillemets, s'il n'y avait pas eu au départ de sa carrière politique ce type de gouvernement tricéphale propre à la République romaine finissante? Alors c'est toujours difficile d'essayer d'imaginer ce qui serait passé si, voilà, c'est un peu de l'Uchronie ou de la science-fiction archéologique. Alors en fait, ce qui se passe à la fin de la République, c'est que les institutions républicaines ont l'air d'être arrivées un petit peu à bout de leur potentiel, puisqu'on voit de plus en plus apparaître des personnages puissants, des chefs de guerre très souvent, qui ont une audience politique au sein de la ville de Rome, qui détiennent un pouvoir très important qu'ils doivent à leur légion, qui leur sont personnellement attachés. Et qui sont aussi très riches. Qui sont effectivement très très riches, notamment l'un des personnages du triumvirat, Pompée, César et Crassus qu'on appelait Dives Crassus, le riche Crassus. Et donc ces personnages-là vont avoir tendance à accumuler sur leurs épaules les pouvoirs qui sont normalement distribués annuellement aux magistrats dans le cadre des institutions républicaines classiques. Alors ils vont toujours le faire, ils vont très souvent le faire, soi-disant pour de bonnes causes. Pompée devait aller combattre les pirates en Méditerranée, César devait entreprendre la conquête de la Gaule. Enfin bref, ce sont des gens qui ont une certaine légitimité, effectivement, que souvent le Sénat leur a lui-même reconnu. Et alors tout ceci va donc provoquer des dysfonctionnements des institutions. On va avoir l'impression que l'arbitraire de plus en plus règne au maître. On a aussi l'impression que le Sénat défend finalement ses intérêts, donc l'intérêt d'une classe aristocratique. Et tout ceci va donc provoquer des dissensions qui, à Rome, se concluent très souvent par des guerres civiles. Et donc le vainqueur en fait, de ces guerres civiles, celui qui va pouvoir rétablir la paix, mais parce qu'il a écrasé ses adversaires, va être le personnage qui va rayonner sur la ville et qui va devenir de fait un véritable monarque. Alors qu'à Rome, il est impossible de se dire roi, et c'est parce qu'on soupçonnait César d'aspirer à la royauté qu'il a été assassiné par des gens du parti adverse, des aristocrates, alors que César, lui, avait plus une assise politique du côté de la plèbe, sans vouloir trop caricaturer les choses. Et donc, c'est vrai que c'est sur ce terreau qui finalement est assez fertile en opportunités qu'Auguste, Octave à l'époque, va construire son pouvoir jusqu'à être déclaré par le Sénat Auguste, donc un personnage au-dessus des autres, en fait, plus grand que la norme. Alors, est-ce qu'il aurait pu, s'il n'y avait pas eu ces guerres civiles, s'il n'y avait pas eu tous ces désordres, arriver à une telle accumulation de pouvoir? Non, effectivement, il a saisi des occasions. C'est un personnage qui est vraiment opportuniste. On s'en rend compte, alors au bon sens du terme, on s'en rend compte quand on lit ses biographies, quand on voit comment les choses se sont passées. Il n'était pas du tout écrit qu'un personnage qui finalement n'était pas d'une très très grande famille puisse arriver à ce degré de pouvoir. Le fait qu'il ait été adopté par César, c'est évidemment quelque chose qui a donné un coup d'accélérateur à sa carrière. Mais après, il a bien fallu qu'il saisisse ses opportunités. Au moment du second triumvirat, quand le pouvoir est partagé entre donc lui, Octave, Marc-Antoine et Lépide, il a la plus petite part en quelque sorte. Et c'est à force de diplomatie, mais aussi à force de capacité politique. C'est un animal politique, Auguste. Hein. C'est pas seulement, voilà, c'est moins un homme de guerre en fait qu'un animal politique. Il va réussir finalement à retourner la situation et à devenir face à Marc-Antoine un véritable compétiteur, et finalement il va l'emporter. Alors après des débuts manifestement difficiles, Auguste installe un âge d'or, après la bataille d'Actium notamment, en 31 avant Jésus-Christ. Il incarne désormais un message de paix, inaugurant une nouvelle ère après des décennies de guerre civile que vous venez d'évoquer.
Alors cela se traduit notamment par une réinterprétation des pratiques artistiques de la grande tradition grecque, que vous avez évoquée également. Alors comment expliquez-vous justement cette passion presque irréfrénée pour la culture grecque, alors que d'un autre côté, on sait qu'Auguste se targuait également de défendre la tradition romana, donc la culture romaine dans ce qu'elle avait de plus fort, notamment ses traditions. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction dans l'attitude ou la politique augustéenne? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on fait une espèce de distinction entre culture grecque et culture romaine, alors que dans l'Antiquité, les choses étaient beaucoup moins sensibles, enfin en tout cas, elles ne l'étaient pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ce qu'on appelle la culture grecque, c'est d'abord la culture hellénistique. Donc en fait, c'est effectivement à partir d'un noyau grec, une culture qui s'est étendue à toute l'Oïkouménée, c'est-à-dire à tout l'ensemble du monde méditerranéen, et où finalement chacun, sans qu'il y ait de notion de patriotisme, sans qu'il y ait d'idée qu'on appartient à une culture, à une nation distincte des autres, eh bien chacun adopte ses modes de vie, chacun adopte cette culture, et on n'est pas étonné de voir que même en Gaule, sur le mont Beuvray, en plein milieu du Morvan, même avant la conquête romaine, on commence déjà à vivre à la grecque, en quelque sorte. Et ils n'ont pas, ces gens-là, ces Gaulois, n'ont pas plus que des Romains l'impression qu'ils adoptent des modes de vie grecs. Simplement, ils adoptent les modes de vie de leur modernité. Je pense que quand nous, on choisit d'envoyer des SMS, on n'a pas l'impression d'adhérer à la culture américaine. Et pourtant, ce sont des modes de fonctionnement qui nous viennent d'outre-Atlantique. Quand on a un compte Facebook, on n'a pas l'impression de se convertir à une espèce de culture qui nous viennent des USA. Donc je pense que c'est... Bon, j'aime pas trop ces genres de comparaisons avec aujourd'hui, mais je pense qu'il faut effectivement ne pas avoir dans l'idée qu'il y a des catégories comme ça bien figées dans l'esprit des gens. Et il faut voir aussi qu'effectivement, cette culture grecque était déjà très très présente en Occident, c'est-à-dire au sens très large, c'est-à-dire aussi bien en Italie qu'en Gaule, hein, avec notamment toutes les villes de Grande Grèce qui étaient établies sur les côtes, etc. Donc c'est pas non plus une nouveauté. Donc je dirais la céramique grecque, la sculpture grecque était déjà largement, je dirais, connue et appréciée des classes dirigeantes, des classes aristocratiques. Donc c'est pas non plus complètement nouveau, quoi. C'est un phénomène qui effectivement s'inscrit aussi dans la durée, c'est pas venu du jour au lendemain. Alors c'est sûr aussi que les conquêtes donc, ont permis donc, une arrivée massive d'œuvres d'art, de richesses aussi diverses, de l'or, de matériaux précieux, etc. Des esclaves, qui ont aussi donc favorisé un contexte tout à fait propice, voilà, merci, propice donc à une sorte d'émulation artistique qui se manifeste donc dans les arts précieux, dans la sculpture, où effectivement donc Auguste se targue d'avoir donc trouvé une ville de Rome en briques et qu'il la transforme en Rome de marbre, parce qu'effectivement donc il va donc sur les monuments publics donc changer un peu les pratiques en faisant édifier des décors donc, de marbre plutôt pour remplacer ce qui était en terre cuite donc, dans la tradition plus italique. Donc effectivement, et pour cela, il va aussi faire venir des artistes, des sculpteurs de Grèce qui vont avec eux donc apporter cette culture classique qui sera évidemment appréciée, mais comme elle l'était auparavant donc de l'élite romaine. Voilà, c'est pas tellement un changement dans les goûts en fait qu'on observe, mais dans les moyens dont on dispose d'un seul coup. Et puis la restauration augustéenne, c'est moins une restauration dans le domaine de la culture, de la sensibilité, qu'une restauration d'abord des institutions et de la morale, ce qu'on appelle la pietas à l'époque. Donc il faut respecter ce que les ancêtres ont fait et essayer de s'en rapprocher. Le parcours de l'exposition évoque également l'adhésion des élites, aristocratie romaine et provinciale, au nouveau régime politique, à travers des œuvres de prestige qui se multiplient et véhiculent l'image du princeps. Alors parlez-nous justement de cette pratique romaine qui est à la fois, si je ne me trompe, politique et religieuse, d'adhésion à l'empereur. Il est le premier des citoyens, le princeps, mais il est aussi le père de la patrie, le pater patriae. Aujourd'hui, on considérait cela peut-être un peu comme du paternalisme ou non? Alors, en était-ce ou pas? Alors justement, là encore, si on parle de paternalisme, on utilise, même si c'est un mot de racine latine, on utilise un terme qui est complètement contemporain en fait. C'est vrai que le paternalisme, ça s'oppose à d'autres formes du pouvoir.
et qui sont des formes qui ont été élaborées en fait, à partir du XIXe siècle. On commence à parler de relations entre les gens qui sont de toute autre nature que celles qui existaient dans l'Antiquité. En fait, je pense qu'effectivement, si Auguste entend instaurer entre la population et lui, en fait, un lien qui est un lien paternel, mais pas nécessairement en mauvaise part. On voit très bien sur le décor, par exemple, de l'Arabakis, la multitude d'enfants qui sont présents. Et ces enfants, ils ne sont pas simplement là pour dire que la dynastie a un avenir, est assurée, et que la descendance d'Auguste est présente et pouvoir perpétuer son pouvoir. Ils sont aussi là pour, on le voit très bien, parce que les adultes ont des gestes d'affection vis-à-vis d'eux, ils sont aussi là pour représenter le type de rapport qui est un rapport sincère qu'Auguste entend exercer vis-à-vis de la population. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de paternalisme, et je pense que les moyens du pouvoir étaient assez différents en fait. Alors vous aviez évoqué tout à l'heure, Cécile Giroir, les res gestae d'Auguste. Oui. Alors dans ces res gestae, Auguste avait demandé à ses successeurs de ne pas franchir les limites de l'empire qu'il avait établi, en tout cas de ne pas l'agrandir outre mesure, recommandation qui a été d'ailleurs globalement respectée, à l'exception de Trajan, qui porta l'extension géographique de l'Empire romain à son maximum. Peut-on parler dans ce cas-ci d'une vision politique pragmatique d'Auguste, qui aurait compris qu'en s'étendant démesurément, l'Empire risquait de se désagréger? Est-ce qu'il a vraiment eu cette vision politique qu'on peut lui prêter Eh bien, c'est difficile de parler à sa place, mais en fait, c'est sûr que l'une des idées qu'on voit aussi dans la littérature, on la voit encore à l'époque de Lucain, sous Néron, où Lucain explique que les choses qui sont trop lourdes, trop grandes, finissent par s'écrouler sur elles-mêmes. Et c'est tout le début de son poème où il explique que l'Empire s'effondrera un jour. Et c'est une idée qui est extrêmement présente dans l'esprit des Romains, qui est une idée qui est présente avant Auguste, qui est qu'un jour ou l'autre, cet empire aura une fin. Tous les empires ont une fin, ils le savent, et ils ont vu l'empire d'Alexandre qui a été subjugué par les légions romaines, et ils savent qu'un jour, ce sera leur tour. Et donc, l'idée d'Auguste, c'est sans doute ça, et elle s'inscrit dans une espèce de morale, au sens très large, antique, qui consiste à dire que rien ne doit être excessif. Voilà. Donc, si l'empire romain devient trop grand, il court à sa perte. Donc il faut respecter un certain nombre, il faut respecter la mesure en fait. Effectivement, un espace maîtrisé. Je pense qu'effectivement il est plutôt mu par l'idée de dominer certes, mais un espace relativement maîtrisé. Et d'ailleurs, sa politique territoriale n'est pas tellement expansive. Il vise surtout à consolider les frontières, donc les différentes frontières de l'Empire, donc aussi bien sur le Rhin qu'à l'Est. Ouais. Établir des continuités. Des continuités, etc. Donc effectivement, son souci est plus de pérenniser les conquêtes passées et donc de solidifier donc les différentes provinces qui constituent ce qui est devenu un empire, plus que de continuer à s'étendre sans bien maîtriser les choses. C'est un administrateur plus qu'un conquérant, en réalité. Même si on a de lui une image de chef de guerre, avec il n'a pas tant conquis. Et en fait, il essaye de gérer au mieux. En fait. Voilà. Et de consolider les acquis. Voilà. L'exposition s'achève avec la célébration d'Auguste après son décès, le 19 août 14 après Jésus-Christ, à Nola, près de Naples. L'empereur apparaît désormais tel un dieu, et Livie, son épouse, devient la première prêtresse du culte impérial. L'image d'Auguste est inlassablement répétée par ses successeurs, qui en font aussi bien un modèle que le fondement de leur légitimité. C'est peut-être l'occasion d'expliquer ce qu'est réellement la divinisation d'un empereur, ou son apothéose. Quelle différence y a-t-il entre le mot divus et le mot, ou l'adjectif divinus, justement? Alors, en fait, c'est une notion qui montre bien toute la distance qui nous sépare, même si parfois ils nous paraissent familiers, qui nous sépare des Romains de cette époque. C'est que pour nous, la religion, c'est quelque chose qui, d'abord, est assez personnel, qui est entouré d'un certain mysticisme. Or, la religion traditionnelle romaine, elle n'est pas du tout comme ça. Et comment devient-on un dieu à Rome? En fait, c'est très simple. C'est très simple. En tout cas, il suffit d'un vote du Sénat, et c'est une loi qui vous transforme en dieu. Alors nous, ça nous paraît impossible. En tout cas, ça paraît impossible qu'on puisse croire en une chose comme ça. Et pourtant, si. Et pourtant, quand on parle d'un empereur, défunt, et quand celui-ci a été divinisé, eh bien, on emploie le mot divus, qui veut dire le dieu. En fait, on dit le dieu Auguste, on dit le dieu César, et donc ça montre bien la force qu'a cette idée de divinisation.
Et donc, ce n'est pas simplement un artifice, hein, c'est quelque chose qui était vraiment ressenti, qui était vraiment possible. En fait, hein. Et donc, effectivement, on rejoint ce domaine des religions romaines, hein, qui est effectivement extrêmement éloigné. Donc, et la situation est tout à fait incomparable par rapport à la situation, surtout de nos cultures monothéistes, où effectivement, pour nous, Dieu, c'est un seul Dieu, et il y a une foi, etc. Dans le monde romain, le fait religieux était beaucoup plus... c'était un fait social, c'était un fait culturel, on était extrêmement ouvert, on pouvait adorer, en tout cas... Il y a une foi aussi, hein, ça existe quand même, mais effectivement, c'est très ouvert, c'est-à-dire qu'on peut être un Dieu... Ça n'a pas du tout le même sens et la même valeur que ce qu'on peut aujourd'hui accorder à la religion. Donc le culte qu'on rend à l'empereur n'est pas le même type que celui qu'on pouvait rendre à Jupiter ou... à Mercure si, parce que les dieux ne sont pas étanches. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des communications entre eux, il y a des assimilations, que ce soit d'une culture à une autre, même à l'intérieur du panthéon romain, il y a des dieux qui s'assimilent les uns les autres. Et donc on a affaire à finalement une religion qui est d'une très, très grande souplesse. Et on crève très facilement des collèges de prêtres. Et il y a eu des collèges de prêtres donc, du culte impérial. Et le culte est rendu à divers titres par les habitants de l'Empire, par les Romains, et il est rendu souvent d'ailleurs de telle façon que certaines classes de la population rendent tel culte plutôt que tel autre, parce que ça répond à leur appartenance sociale, par exemple. Donc le fait religieux, comme le disait Cécile, est plus complexe qu'aujourd'hui, il s'y mêle des considérations qui sont d'ordre politique, sociologique. Donc finalement, c'est le polythéisme. Et même familial pour le culte des ancêtres. Oui, absolument. Donc ce polythéisme d'autrefois, il est extrêmement riche, extrêmement profus. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. On est vraiment imprégné de monothéisme et pour nous, c'est quelque chose de difficilement accessible. Alors ma dernière question sera la suivante. L'histoire des hommes est souvent émaillée d'âges d'or, où tout semble concourir à l'avènement d'une période faste, d'une acmé, qui contraste radicalement avec ce qui précède et ce qui suit. Alors en Europe, on peut citer l'âge de Périclès, celui de Charlemagne, de Frédéric II, de Louis XIV, etc. Des hommes qui ont créé et entretenu une cour, où de grands esprits ont contribué à confectionner l'image du monarque. Comme tous ces illustres personnages, Auguste fut également bien entouré. On peut citer Agrippa, Mécène, Virgile, Horace, Ovide, Tite-Live, etc. Alors, je voudrais vous demander ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est l'homme qui fait l'âge d'or ou c'est des circonstances qui font l'homme? Voilà. Un petit peu les deux, en général. Je pense qu'effectivement, c'est une conjonction. Disons qu'il a créé un climat qui était favorable à la rencontre de grands esprits, ou en tout cas une émulation qui a suscité, effectivement, sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan artistique, donc a suscité des talents. Et je pense que c'est un concours de circonstances aussi, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique, mais il y a aussi donc des circonstances qui ont été favorables à cette volonté politique. Et en fait, je pense que cet âge d'or, d'abord, il fait partie du discours politique qu'a tenu Auguste, hein, effectivement, qui le prononce. C'est-à-dire, c'est pas tellement un terme qu'il prononce, mais plutôt qu'il met en scène au travers de tous ces objets qu'on peut voir dans l'exposition. Et je pense que c'est quand même un terme qui dissimule une certaine réalité. Comme l'âge d'or sous l'époque de Louis XIV, aller dans les campagnes, vous verrez que ce n'était pas l'âge d'or partout. Hein. Et je pense qu'à Rome, c'est la même chose. Le siècle d'Auguste a été marqué par de grosses difficultés. On a eu des famines, on a eu même dans la ville de Rome, hein, les années 20 avant Jésus-Christ sont des années difficiles en fait. Et donc, il faut faire attention à distinguer l'image qu'on a aujourd'hui au travers des vestiges qui demeurent d'une époque et ce que vivaient réellement les gens au jour le jour. Évidemment, ces vestiges sont forcément extrêmement parcellaires et pas forcément représentatifs de la réalité quotidienne de tout un chacun. Voilà. Donc certaines époques, comme vous le disiez, sont capables de produire des œuvres qui sont restées aujourd'hui et qui nous donnent une impression d'émergence magnifique, de toutes sortes de talents. Mais la réalité au quotidien est différente. Alors comme le disait Cécile, c'est vrai que la capacité d'Auguste, comme de tous les bons chefs d'ailleurs, c'est de créer un climat propice au développement des talents divers et variés. Et de ce point de vue-là, c'est tout l'opposé d'un dictateur qui, lui, au contraire, va écraser les individualités et ne va pas permettre à tout le monde de s'exprimer comme il le souhaiterait. Cécile Giroir et Daniel Roger, merci infiniment d'avoir accordé cet entretien à Archéothéma. Ça nous a donné vraiment l'envie d'aller voir cette exposition et puis j'invite tous les lecteurs d'Archéothéma et ceux qui nous regardent sur Internet
à se déplacer au Grand Palais pour aller voir l'exposition Moi, Auguste, empereur de Rome, du 19 mars au 13 juillet 2014. Merci encore. Merci bien.